Et Super, est-ce que ça marche? ça marche très bien. Oui, ça a l'air. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, Oui. ah, non, il y a un problème. Et hop, ça va aller. J'aimerais bien juste. Voilà. Et voilà. Alors, ben voilà, donc bonjour à tous. Hein, je me présente. Donc, je m'appelle Thibaut Motet. Je travaille chez Adalia. Et donc, ici, en fait, le but de la présentation, c'est de vous faire une petite présentation concrète sur les techniques de désherbage, essentiellement les machines. Alors, je ne vais pas vous parler ici de machines à vapeur, à eau chaude qui coûtent relativement cher. On est souvent autour de 30 000, 40 000 euros. Et j'ai remarqué que dès que je parlais de ces machines-là en présentation, souvent on me regardait avec un petit sourire en coin, un petit sourire ironique en se disant ben, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de ces machines, c'est super cher, nous on ne saura jamais les acheter. Donc ici, j'ai vraiment décidé d'axer ma présentation sur des petites machines qui sont dont le coût est relativement abordable. Et je vais vraiment essayer d'être le plus concret possible. Donc, il y aura trois, quatre dia fort théoriques. Et puis, il y aura donc la présentation des différentes machines. Alors, je précise aussi que voilà, j'ai présenté 10 machines, mais il en existe plein d'autres. Donc, le but ici, ce n'est pas faire de la pub pour telle ou telle marque, mais vraiment, voilà, d'essayer d'avoir une vue globale des différentes techniques. Alors, ben, je pense que, enfin, du moins, j'espère que maintenant, tout le monde connaît un petit peu Adalia. Donc, concrètement, ben, Adalia, c'est quoi? Ben, nous sommes une SBL, donc subventionnée par la SPGE et le SPOE, pour sensibiliser, informer, conseiller aussi bien les professionnels que les particuliers. Donc, ça va des communes aux gestionnaires de terrains de sport, aux gestionnaires d'hôpitaux et aussi monsieur et madame tout le monde. Par contre, nous ne travaillons pas avec les agriculteurs. Ça, c'est une autre SBL qui s'en occupe. Et alors, nous faisons pas mal d'actions comme des tables rondes, des colloques. Et alors, quelque chose qui va un peu plus en lien avec la présentation d'aujourd'hui, nous faisons pas mal de démonstrations de matériel de désherbage. Et ça, je profite déjà pour vous le dire, c'est un très bon moyen vraiment de voir le fonctionnement des machines et vraiment de vous faire une idée concrète donc des différentes machines qui existent et de voir si ça pourrait convenir chez vous. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, en fait, ben voilà, parfois je présente des machines et il y a une commune qui me dit, ben ouais non, celle-là chez moi ça marche pas. Et puis je vais dans la commune voisine et là le gars en fait est tout content et la même machine fonctionne super bien. Donc en fait on se rend compte que c'est souvent une question d'utilisation. Parfois on n'utilise pas bien le matériel et donc évidemment ben, ça fonctionne moins bien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de discuter avec les fournisseurs et avec les hommes de terrain via cette démonstration de matériel de désherbage. Donc, on en fait plus ou moins 3-4 par an. Ici, évidemment, avec la crise du coronavirus, on a dû un peu revoir nos actions à la baisse, mais on essaiera d'en faire une fois que tout sera terminé. Alors, un petit rappel législatif, hein, juste une dia, une petite piqûre de rappel. Bon, j'espère que tout le monde le sait. Donc, depuis le 1er juin 2019, on ne peut plus mettre aucun produit phyto sur les espaces publics wallons, excepté si vous avez des chardons, des rumex, des plantes et des plantes invasives. Donc là, vous pouvez toujours les traiter, mais de manière localisée et en dernier recours. Et alors, si pour les grandes villes, ça plutôt si vous avez des serres de production, là, vous pouvez toujours utiliser des insecticides et des fongicides pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Mais sinon, depuis le 1er juin 2019, c'est zéro phyto sur tous les espaces publics, que ce soit terrain de sport, cimetière, trottoir, parc, école. Dès que c'est public, c'est zéro phyto. Et donc, évidemment, ben, vu qu'on n'a plus de produits phyto, ben, on a dû se tourner vers des machines de désherbage, comme par exemple les trois que vous avez en dessous. Alors évidemment, c'est un énorme changement parce qu'avec les produits phyto, ben, on passait une fois et on était tranquille pour l'année, allez, une fois ou deux, je vais dire. Tandis qu'avec les machines, comme je vous présente là, eh ben, il faut passer 4 à 8 fois par an. Donc évidemment, il faut revoir un peu toute sa manière de travailler. Donc voilà. Donc les caractéristiques des machines de désherbage alternatifs, ben, la mauvaise nouvelle, je dirais, en tout cas le gros changement, comme je disais, par rapport aux produits phyto, c'est qu'il y a beaucoup plus de passages, 4 à 8 passages par an. Ça, c'est en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Si on veut obtenir avec des machines de désherbage alternatifs le même résultat qu'avec des produits phyto, il faudra passer beaucoup de fois, enfin 8 fois. Alors, ce qui est important à savoir, point de vue des passages, si vous avez des désherbeurs thermiques, c'est qu'en fait, les deux premiers passages doivent être espacés de maximum une semaine. Donc, c'est-à-dire que si vous passez avec un désherbeur thermique, par exemple, aujourd'hui, pour la première fois, vous devez repasser pour la deuxième fois avant jeudi prochain pour ne pas laisser le temps à la plante de se refaire. Et ensuite seulement, vous pouvez espacer les différents passages et le faire 2 à 3 semaines ou alors une fois par mois. Mais donc, super important avec les désherbeurs thermiques, les deux premiers passages doivent être super rapprochés. La vitesse d'avancement, ben, c'est la vitesse de la marche, hein, comme on dit souvent.
Donc, en tout cas pour les machines qui sont sur porte-outils, donc de 0 à 6 km/h. Il y a la possibilité avec certaines machines que je vous montrerai après d'avoir l'entièreté du système racinaire. Donc ça, c'est pas mal. Il faut savoir qu'avec les désherbeurs thermiques, on n'a jamais le système racinaire. Avec des désherbeurs mécaniques, on peut l'avoir notamment avec les machines qui travaillent sur des surfaces en dolomie ou en gravier. Et alors, c'est plus efficace sur les gens de plantules sans racine pivot. Ça, pareil, si vous avez une grande plante en pissenlit de 5 cm, vous avez plus de chances à l'arracher à la main ou à utiliser une machine de désherbage mécanique que d'essayer de le cramer avec un désherbeur thermique. Ça vous demandera beaucoup trop de temps. Et en plus, le pissenlit sera toujours là parce que il est assez robuste, donc il aura le temps de se refaire. Donc, désherbeur thermique, oui, mais sur des petites plantules. Et alors, gardez à l'esprit que les 2 premiers passages doivent être super rapprochés. Alors, la question qui se pose souvent, c'est OK, c'est bien beau votre truc, mais moi, qu'est-ce que je dois acheter comme machine, quoi? Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Leurs vêtements majoritaires sur le territoire. Est-ce que c'est des graviers? Donc là, on va peut-être plus se tourner vers des herses rotatives ou des rabots de piste. Alors, si vous avez essentiellement des surfaces en pavé, là, ce sera plutôt l'utilisation de brosses. Est-ce que les espaces à désherber sont linéaires? Si vous allez dans des cimetières, vous avez des super grandes allées super linéaires, là, vous aurez beaucoup plus de chances à utiliser un désherbeur mécanique qui vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Tandis que si vous avez un cimetière, par exemple, avec des tombes qui sont un petit peu plic-ploc, comme on avait avant, là, ce sera peut-être plus opportun parfois d'utiliser un désherbeur thermique. Même chose pour les obstacles. Si vous avez beaucoup, beaucoup d'obstacles, c'est peut-être parfois mieux d'utiliser une petite machine qui permet donc d'aller un petit peu partout, comme un désherbeur thermique, plutôt que d'avoir ces gros désherbeurs mécaniques qui vont vite être bloqués donc par un banc, par une poubelle ou par tout autre obstacle. Alors, les 3 points en dessous sont assez importants, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il faut voir fonctionner plusieurs machines, il faut venir à des démos. Nous, on peut aussi vous donner des retours d'expérience de communes. Donc, si vous vous dites, moi, j'investirais bien dans cette machine-là, nous, on sait plus ou moins quelle commune a investi également dans ces machines. Et donc, on peut vous dire, voilà, les retours qu'on a, l'usure de la machine, combien ça coûte, si c'est un désherbeur thermique, combien ça leur coûte en gaz, etc. Donc, on peut vraiment vous communiquer des infos concrètes. Il faut faire tester les machines par les jardiniers ou par les ouvriers. Généralement, les fournisseurs acceptent de plus en plus de prêter le matériel, de vous louer le matériel une semaine ou 15 jours pour que justement les jardiniers puissent tester le matériel. L'erreur qui a été faite, je vais dire au début, en 2014, c'est vrai qu'on a été un peu pris de court. Tout le monde a un petit peu paniqué parce que le zéro phyto nous est tombé dessus un peu comme ça. Et donc, on a un peu foncé vers des machines sans vraiment les tester avant et sans vraiment voir si ça fonctionne chez soi. Donc, c'est pour ça qu'on a malheureusement aussi parfois quelques machines qui sont en train de prendre des poussières dans le hangar parce que ça ne convient pas aux jardiniers, alors tout simplement parce qu'ils ne veulent pas travailler avec, parce qu'ils estiment que ça ne marche pas. Donc, tester les machines, c'est vraiment super important. Et alors, si vous voulez acheter du plus gros matériel, il faut savoir qu'au lieu d'acheter, maintenant, il y a de plus en plus de fournisseurs aussi qui acceptent de louer le matériel. Donc voilà, ça vous permet d'entretenir des espaces sans investir dans du gros matos. Je pense par exemple à une enfonceuse de pierre ou à une machine pour préparer le terrain, par exemple, pour vous voulez faire une prairie fleurie. Au lieu d'acheter cette machine-là qui va peut-être vous servir une fois ou deux sur l'année, louez-la, préparez le terrain et puis renvoyez la machine chez le fournisseur. Ça vous aura donc évité des coûts. Parce qu'on sait quand même tous bien que le coût, c'est, comme on dit, c'est le nerf de la guerre, l'argent, et donc il faut essayer de limiter au maximum. Alors, une question aussi, je veux dire une question clé, c'est est-ce qu'il faut investir dans un porte-outil? Donc, comme vous le voyez, évidemment, le porte-outil, c'est les 4 photos du dessus. Alors, le coût est important, hein, on est entre 4 000 et 20 000 euros hors TVA. Ça dépend de la puissance de l'engin, je vais dire. Alors, nous, les retours qu'on a de communes et de fournisseurs, c'est que quitte à acheter un porte-outil, autant en acheter un qui est quelque chose dans le coco, comme on dit. Donc, il faut acheter quelque chose qui ait une puissance assez élevée pour savoir passer partout, pardon, et donc que l'entretien soit efficace. Alors, les porte-outils, l'avantage, c'est que vous savez mettre une faucheuse. Il y a même des porte-outils maintenant qui permettent de travailler en pente. Donc, quand vous devez aller faucher en talus qui est un petit peu pentu, vous pouvez aller avec un porte-outil. Donc, on sait mettre une faucheuse, une balayeuse, une herse rotative, un rabot de piste. Parfois même, on sait rajouter un désherbeur thermique. Donc, avec un porte-outil, une déneigeuse, encore plein d'autres outils. Donc, avec un porte-outil, ça vous permet vraiment d'entretenir l'ensemble de vos espaces communaux ou autres, tout en sachant encore une fois que le nombre de passages sera élevé. Ou alors, vous décidez plutôt d'investir dans du petit matériel comme il y a en dessous. Il faut savoir que de plus en plus, voilà, les fournisseurs se rendent bien compte que le frein principal, parfois pour un achat, évidemment, c'est le coût.
tout le monde n'est pas prêt à mettre 20 000 euros pour un porte-outil. Donc, ils ont développé de plus en plus des petites machines qui tiennent en une pièce, comme la brosse que vous avez à gauche. Donc, il y a une brosse de désherbage en une pièce, donc qui permet d'entretenir les pavés, le béton, le tarmac. Ou alors, comme la machine que vous avez à droite, là, qui est plutôt conseillée pour les surfaces en dolomie ou en gravier, mais j'y reviendrai par après. Et donc là, on voit tout de suite, point de vue coût, voilà, on est tout de suite dans une gamme de prix plus abordable, avec l'inconvénient ici que ça tient en une pièce et que donc, que la brosse, elle ne pourra servir que pour la brosse, il n'y aura pas de possibilité de mettre d'autres outils. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser au départ. Alors je dirais, hop, voilà, doit-on investir dans un porte-outils? Si dans votre commune, vous avez pris plutôt le parti de dire, allez, on va plutôt essayer de mettre en place des actions préventives, comme l'enherbement des cimetières, l'enherbement des sentiers, des parkings qui sont peut-être enherbés, vous avez mis beaucoup de plantes vivaces pour essayer vraiment de limiter les espaces à désherber. Là, vous pouvez peut-être vous dire, finalement, on va peut-être s'en sortir avec des outils qui tiennent en une pièce, qui coûtent moins cher pour entretenir ce qui nous reste. Donc, par exemple, la petite brosse comme vous avez à gauche, en bas, là, c'est une brosse qui coûte 1500 euros et qui fonctionne donc super bien pour tout ce qui est mousse. Quand vous avez de la mousse, par exemple, sur la surface en béton. La machine du milieu, c'est un petit rabot de piste, je vais dire, avec deux lames qui s'enfoncent dans le gravier, qui vont aller entretenir, qui vont aller donc couper l'herbe à la racine pour l'entretien du gravier et la dolomie. Ou alors, tout simplement, une débroussailleuse. En fait, je prends toujours l'exemple d'une commune, une grande commune en plus. Donc, ils ont plus ou moins 20 cimetières à gérer. Et en fait, eux, ils ont décidé de les enherber petit à petit. Et alors, ils se sont dit, on va peut-être pas investir dans du gros matos de désherbage, vu qu'on est plutôt parti vers les actions préventives. Et donc, ils ont plutôt investi dans une débroussailleuse, en fait. Et donc, ils enherbent leur cimetière petit à petit. Et les autres qui ne sont pas enherbés, ils passent un coup de débroussailleuse une fois de temps en temps. Donc, dans l'attente, donc, que ces cimetières soient enherbés. Donc, c'est vraiment super important de voir quel chemin vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez plutôt vous dire, on met en place des actions préventives et alors on peut se permettre de limiter l'achat en machine de désherbage, ou alors l'inverse, c'est un choix. Moi, voilà, il y a des communes, voilà, qui préfèrent toujours avoir cet aspect minéral et continuer à entretenir un peu comme avant. Et alors là, à ce moment-là, si vous avez beaucoup d'espace pavé, beaucoup d'espace en gravier, par exemple, la photo du milieu, là, c'est une photo typique où c'est impossible à faire à faire à la main, évidemment. Avec un désherbeur thermique, ça me paraît un peu compliqué, un peu fastidieux. Donc là, c'est vraiment typiquement l'espace où vous pouvez vous dire, si je ne veux pas l'enherber, ce serait peut-être bien que j'investisse dans un désherbeur mécanique qui, à ce moment-là, est assez performant. Ou alors, si vous avez aussi beaucoup de pavés, beaucoup de filets d'eau à gérer, là, c'est peut-être plus opportun d'investir dans un porte-outil. Donc voilà, ça dépend un peu des actions que vous mettez en place, des actions préventives que vous mettez ou pas en place dans votre commune. Alors, voilà, j'ai essayé de faire un petit, pas dire un top 10 des machines, mais de reprendre pour moi 10 machines qui fonctionnent bien et surtout qui ont un coût, comme je l'ai dit en présentation, qui ont un coût assez abordable. Donc, la première, je pense que tout le monde la connaît, on en parle, enfin moi en tout cas j'en parle tout le temps lorsque je fais des présentations. Donc, c'est le réciprocateur. Donc, en fait, c'est une débroussailleuse qui évite les projections. Ce sont tout simplement deux lames, on le voit bien sur la photo à gauche, qui vont dans des sens opposés et donc qui évitent les projections. Je vous avoue, comme je dis à chaque fois, qu'au début, je n'y croyais pas trop. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Si on va dans du gravier avec ce genre de débroussailleuse, ça va partir dans tous les sens. Et finalement, je suis allé la voir parce que la ville de Châtelet a investi dans ce matériel-là. Et donc, j'ai été voir le fonctionnement et en fait, ça marche vraiment super bien. Donc, vous pouvez aller franchement dans les graviers, vous n'aurez pas de projection à plus d'un mètre. Donc, c'est assez efficace. Alors, j'ai mis des coûts, donc les coûts sont toujours approximatifs en dessous. Donc, l'ensemble de la débroussailleuse, on est plus ou moins autour de 700 euros. Par contre, il y a la possibilité d'acheter juste la tête. Et là, donc, on est à plus ou moins 280 euros hors TVA. Donc, pour juste la tête. Le rendement, ça, c'est des données que j'ai eues par le fabricant. Donc, c'est 450 mètres à l'heure. Et donc, voilà, ça évite les projections. Et franchement, je trouve que ça fonctionne bien. C'est utilisé dans les cimetières. Donc, voilà, je vous parlais de communes qui parfois décident de ne pas enherber leur cimetière. Et alors ils utilisent ce genre de matériel. Et ça se met aussi bien sur moteur thermique qu'électrique. Les retours qu'on a eus, c'est que voilà, ça fonctionne un tout petit peu mieux avec un moteur thermique. Donc ça, c'est les retours de terrain qu'on a eu de communes. Et donc c'est assez efficace. Et l'avantage, c'est le coût, quoi. Si vous achetez juste la tête, vous vous en sortez pour environ 300 euros. Alors,
là, tout de suite, on monte un petit peu plus dans les prix. Ce sont les brosses de désherbage qui se mettent sur porte-outils. Donc, il y a deux types de brosses de désherbage. Celles qui se mettent sur porte-outils et celles qui tiennent en une pièce. Ici, c'est celles qui se mettent sur porte-outils. Donc, vous voyez les marques Agria, Koppel, je vais citer la dernière. Au-dessus à gauche, c'est Kersten. Alors, la largeur de travail, on est à plus ou moins 50-60 cm. Ce qui est bien avec les brosses, en fait, c'est que ça a un effet préventif. En passant sur le trottoir, en passant sur les pavés, sur les clinkers, donc vous allez retirer un peu toute cette matière organique et donc ben, ça permettra à l'air de moins pousser, de moins apparaître. Alors, c'est une méthode qui a été pas mal utilisée dans les communes pour l'entretien des trottoirs, des filets d'eau. Encore une fois, le nombre de passages reste élevé, hein, donc on est toujours à 4 à 8 passages par an si on veut un résultat comme les produits phyto. Alors, vous pouvez, ça c'est pas mal, ajouter une bavette de protection, donc pour éviter ben, voilà, d'avoir des cailloux qui aillent se planter dans les voitures qui se trouvent à proximité. Et le coût, on est plus ou moins à 4 000 euros. Donc, plus ou moins 4 000 euros, c'est juste pour la brosse. Donc, évidemment, à ce coût-là, il faut rajouter le porte-outil, quoi. Alors, même principe, donc les brosses, mais là, par contre, qui tiennent en une pièce. Donc, évidemment, ben, la grande différence, ben, déjà, ben, c'est le coût. Évidemment, on est à partir de 1 500 euros. Donc, 1 500 euros, c'est pour la brosse du milieu au-dessus. Et je pense que celle en dessous à gauche, on est aussi plus ou moins autour de 2 000 à 3 000 euros. Et pareil pour celles qui se trouvent au-dessus à gauche et au-dessus à droite. Donc voilà, c'est le même principe, hein, ce sont des brosses, donc ça fonctionne aussi sur les surfaces en pavé, béton, tarmac. Il faut aussi passer pas mal de fois. Il faut savoir que pour les brosses, il existe des torons donc en acier ou en nylon. Alors nous, souvent, les retours qu'on a, ben, c'est que l'idéal, c'est d'avoir une brosse mixte. Donc une brosse avec un peu de nylon et des brosses en nylon et donc et des brosses en acier. Vous savez que l'acier, c'est fort agressif. Donc, si on fait ça sur de la pierre bleue ou sur des pavés de bonne qualité, ben, on risque un peu de les griffer. Donc, c'est dommage. Donc, c'est parfois mieux d'éviter des brosses un peu moins dures, un peu moins agressives, donc plutôt en nylon. Ou alors d'avoir un mixte des deux, comme je te disais avant. Alors, on me dit parfois, ouais, vos brosses, c'est bien, mais ça s'use super vite. Nous, on travaille, je sais pas, moi, 20 heures avec, et puis on est bon pour l'acheter. Alors, évidemment, ben, les brosses sont en coût. Donc, si vous devez, après 20 heures de travail, ben, jeter la brosse, ça peut vite chiffrer. Alors, on avait une fois discuté avec un ouvrier qui nous disait en fait que lui, le truc qu'il avait trouvé pour que la brosse s'use le moins possible, c'était vraiment que la brosse vienne effleurer leurs vêtements. Donc, il faut pas trop l'appuyer sur le sol, sinon évidemment elle va s'user super vite. Il faut vraiment qu'elle vienne effleurer, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose à demander finalement quand vous achetez ce genre de matériel, de demander au fournisseur de venir vous montrer comment est-ce qu'on peut la régler pour que la brosse soit le plus efficace possible et donc qu'elle s'use moins vite. Alors, ça se fait aussi en moteur thermique ou en moteur électrique, comme vous voyez sur la photo au-dessus à gauche. Donc, de plus en plus, les fournisseurs, les fabricants développent des machines qui fonctionnent sur moteur électrique. Les herses rotatives, donc là, ça se met sur porte-outils. On est aussi plus ou moins comme les brosses sur porte-outils, autour de plus de 4 000 euros. Alors là, ben, c'est plutôt conseillé autant les brosses étaient conseillées évidemment pour des surfaces en pavé, béton, tarmac. Ici, ce sera plutôt pour des surfaces en gravier et des surfaces en dolomie. Donc, ce sont des herses soit composées de dents ou alors de lames. Et donc, ça va venir retourner le gravier. Et donc, la plante va se retrouver en surface avec l'entièreté du système racinaire. Donc, ça, c'est pas mal parce que ce sont des outils qui vous permettent donc d'avoir l'entièreté de la plante. Vous avez donc un rouleau derrière qui permet d'aplanir le terrain une fois que vous êtes passé. Et alors, elle a un peu, je dirais, une double fonction, c'est que parfois, elle est utilisée aussi pour préparer le terrain. Donc, il y a des communes qui l'ont utilisée en fait pour préparer le terrain avant un semis, notamment dans le cas de l'enherbement d'un cimetière. Je pense qu'ils l'ont fait à la commune de Anguien. Donc, ils se sont servis de cette machine-là, un peu comme motoculteur, je vais dire, donc pour préparer le terrain avant de semer. Et donc, il existe évidemment plein de marques différentes et plein de types de herses différentes, mais je veux dire que l'efficacité est la même. Ce qui est super important quand on travaille en désherbage avec ces machines-là, c'est de ne pas travailler trop profond. Donc, on essaye souvent d'être à 3 cm de profondeur maximum pour éviter de tout retourner et donc de favoriser après l'émergence d'autres herbes. Par contre, si vous travaillez comme pour préparer le sol avant en semis, ben là, vous pouvez vous permettre de travailler un peu plus en profondeur. Mais donc, retenez bien, en désherbage, il faut vraiment travailler à 2-3 cm maximum de profondeur pour éviter de tout remuer. La Stabnet, celle-là, je pense qu'elle est connue aussi, hein.
Donc elle a été achetée pas mal pour l'entretien des cimetières. Donc les communes voilà, qui ne souhaitaient pas se diriger vers l'enherbement ben, ont investi dans ce matériel-là. Donc le fonctionnement est vraiment tout simple. Donc comme on voit sur la photo du milieu, ce sont des disques qui ne bougent pas, ils ne tournent pas, ils ne vibrent pas. Tout est vraiment fixe. Ça s'enfonce juste dans le gravier. Encore une fois, à une profondeur de 2-3 cm, pas plus. Et pour vraiment aller couper donc la plante à la racine. Et donc se retrouver encore une fois avec le système, l'entièreté du système racinaire en surface une fois qu'on est passé. Alors après, il y a deux solutions. Donc une fois que vous êtes passé avec ce genre d'outil, soit vous vous dites, ben, il fait chaud, allez, on est en plein été, il y a peut-être 25-26 degrés, ben, avec le soleil, les herbes qui seront restées sur l'herbe ben, vont sécher et vont finir par disparaître. Ou alors il faut mettre un petit treillis derrière pour essayer de rassembler le plus possible d'herbes que vous avez retirées. Ou alors mettre une personne donc pour ramasser derrière. Donc c'est l'inconvénient de ces machines, c'est qu'une fois que vous êtes passé, ok, vous avez eu tout le système racinaire de la plante, mais tout se retrouve en surface, donc soit il faut ramasser, soit il faut laisser là, laisser sur place et laisser sécher. Alors la largeur de travail, ben, il y en a plusieurs, hein, donc 55, 70, 90, ça se met sur porte-outil. Et alors 120, 160 cm, là c'est plutôt derrière un tracteur. Donc ici, moi voilà, j'avais pris le pli de vous montrer les petites machines. Donc je suis vraiment resté sur des machines qui se mettent sur porte-outil. Mais il y a la possibilité donc d'avoir vraiment d'avoir des plus grands modèles. Le coût, je mets à partir de 8 000 euros, mais c'est pour l'ensemble de la machine. Donc c'est aussi bien pour le porte-outil que pour l'outil en lui-même. Rendement, c'est des chiffres que j'ai du fournisseur, 2000 mètres carrés à l'heure, et on fait 150 heures avec un disque. Donc voilà, en gros, pour cette machine, donc il y a la particularité d'être assez étroite et donc de passer vraiment sur des petits sentiers entre les tombes ou dans des endroits donc un peu plus difficiles d'accès. Elle se fait aussi en moteur électrique, donc il y a électrique et thermique. Le même genre de machine, sauf que là c'est en une pièce. C'est plus sur porte-outil, donc comme vous voyez sur la photo de droite, ben, entre guillemets, les disques ont été remplacés par des lames qui vont donc s'enfoncer dans le sol, encore une fois, pas plus de 3 cm de profondeur, et donc qui vont encore une fois aller couper donc l'herbe à la base, et donc on va encore une fois se retrouver avec la racine donc en surface. La largeur de travail, c'est 70 cm, donc ça permet aussi d'entretenir des petits sentiers. Le rendement, 1500 euros mètre carré de l'heure, c'est fort théorique, et le coût, plus ou moins 3500 euros hors TVA. Donc c'est une machine qui tient en une pièce, qui a été par exemple achetée pour ceux qui connaissent, au lac de Bambois, donc en province de Namur. Ils se servent de cette machine-là. Ils ont des sentiers en fait du type comme vous voyez sur la photo de gauche. Et donc ben, voilà, ils ont décidé, vu qu'ils n'avaient quasiment que de la cendrée ou que des graviers à entretenir, ben, ils ont fait le choix de ne pas se tourner vers un porte-outil, mais plutôt d'utiliser une machine en une pièce spécifique pour les surfaces en gravier ou en dolomie ou cendrée. Et d'après ce que j'ai eu comme retour, je pense qu'ils en sont assez contents. Alors, je vais quand même présenter, c'est vrai que de manière générale, en tout cas, nous, chez Adalia et moi personnellement, je conseille toujours un peu plus les désherbeurs mécaniques que thermiques. Tout simplement parce que je trouve que, en fait, ce qui me dérange surtout avec les désherbeurs thermiques, c'est que je trouve que c'est assez frustrant. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé avec un désherbeur thermique, hein, que ce soit à eau, à mousse, à eau chaude, gaz, n'importe quoi, une fois que vous êtes passé, ben, quand vous vous retournez, ben, les plantes sont toujours là. Et donc, c'est jamais très gai. Si vous désherbez une allée, quand vous avez fini, vous vous retournez, ben et vous regardez, et vous vous dites que, entre guillemets, que vous n'avez rien fait, que toutes les herbes sont là. Donc, ben, les gens, en plus, qui viennent, si c'est dans un cimetière ou dans un parc, ben, les gens ont l'impression que vous n'avez rien fait, vu que vu que tout est toujours là. Donc, voilà, des arbres thermiques, moi, je dis oui, mais plutôt pour les petites surfaces où il est difficile de mettre en place d'autres actions. Surtout, ça ne fonctionne que sur des petites plantes. Et comme je disais tout à l'heure, ben, le nombre de passages, les deux premiers passages doivent être assez rapprochés. Et il y a aussi la consommation, évidemment. Ça, j'ai pas su le chiffrer, mais il y a aussi la consommation en gaz. Ou alors quand il faut chauffer l'eau, quand il faut chauffer la mousse, quand il faut chauffer l'eau pour obtenir de la vapeur. Ben, évidemment, tout ça a un coût. Donc, je vais quand même présenter deux. Donc ici, le thermite ou la thermite, je sais jamais trop comment on dit. Mais donc, c'est un désherbeur thermique à flamme directe, qui a une largeur de travail de 75 cm, 100 cm ou 125. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de travailler quand même sur une bonne largeur. Ben, le coût est donc 5500 euros, c'est pour l'outil de droite, donc qui est sur porte-outil. La photo que vous voyez au milieu et à gauche, je n'ai pas le coût, mais j'imagine que c'est moins élevé que 5500 euros.
Mais donc, ce qui est intéressant à voir, c'est, voilà, comme vous voyez sur la photo de gauche, quand on travaille avec ce genre d'outils, ben, il faut avoir une certaine tolérance aux mauvaises herbes, donc on ne peut pas dire végétation spontanée, parce que voilà, il faut savoir qu'avec un désherbeur thermique, ben, vous n'aurez pas la racine et donc la plante va rester là. La photo de gauche, c'est à Eupen. Eux, apparemment, ben, voilà, ils ont quand même pris le pli d'utiliser ce genre de matériel pour désherber, pour désherber donc leur cimetière. Une autre machine donc thermique, c'est assez nouveau, je crois. Donc c'est l'Archipa Green. Alors c'est de l'air pulsé en fait. Alors l'avantage, ben, c'est encore une fois, c'est la largeur de travail. Donc on est sur 40 cm. Vous savez que parfois on voit des petites bonbonnes de gaz avec une petite cloche. Ben là évidemment c'est un peu plus fastidieux. Ici on s'est déjà travaillé sur une largeur de travail assez importante. Alors cette machine a été, pas dire labellisée, mais récompensée pour tout ce qui est ergonomie. En fait, c'est avec le retour qu'on a eu des utilisateurs, c'est que c'est assez agréable de travailler avec cette machine. Comme vous voyez sur la photo en dessous à droite, ben, elle peut se mettre, la lance peut se poser sur le chariot. Et donc concrètement, ben, vous n'avez plus qu'à pousser le chariot. Apparemment, c'est assez agréable. La lance pèse 2 kilos. Donc d'après ce qu'on m'a dit, c'est assez acceptable pour un désherbeur thermique. L'autonomie est de 6 heures. Et donc c'est de l'air chaud donc, qui sort de cette machine à plus ou moins 370 degrés. Et donc, c'est le même principe hein, donc, que tout désherbeur thermique. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir donner un coup de chaud à la plante. Ça ne sert à rien de rester 5 minutes hein, avec un désherbeur thermique. Donner un coup de chaud de 1 à 2 secondes est suffisant. Donc, on donne un coup de chaud à la plante pour que les cellules s'éclatent et que donc que la plante ne fasse plus la photosynthèse et donc qu'elle s'épuise. Donc, comme tout désherbeur thermique, les 2 premiers passages rapprochés et ensuite, après, on peut espacer de plus en plus. Alors, une machine, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé donc des herbages des espaces publics. Je vais un peu m'attarder, je vais juste en montrer une sur les terrains de sport. Donc, en fait, c'est une machine qui permet aussi bien l'entretien donc des terrains de sport engazonnés que des terrains synthétiques. Donc, c'est pas mal parce qu'elle est un petit peu multifonction. Donc, l'outil coûte environ 4000 euros et ça doit être mis derrière un tracteur qui fait entre 16 et 20 chevaux. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle, donc, comme je disais, qu'elle fait plusieurs actions. Donc, pour les terrains engazonnés, elle fait le dépeutrage. Donc, elle enlève toutes les matières mortes qui se trouvent sur le terrain. Elle décompacte et elle décompacte un peu le terrain. Donc, ça permet vraiment de redonner un petit coup de boost. Donc, une fois que vous êtes passé avec cette machine, pour faire un terrain complet, il faut plus ou moins 40 minutes. Donc, c'est assez rapide. Et alors pour les terrains synthétiques, ben, comme vous voyez sur la photo au-dessus à droite, il y a une brosse donc qui va permettre donc de relever un peu toutes les fibres donc du terrain et je vais dire toutes les dents comme vous voyez sur la photo en bas. Ben, ça va permettre de faire remonter donc toutes les petites billes donc des terrains synthétiques qui sont enfouies dans le terrain. Ça va permettre de les faire remonter à la surface. Et vous avez la possibilité aussi, comme on voit sur la photo au-dessus à droite, de mettre donc des lames de désherbage, un peu comme sur la petite machine que je vous avais montré tout à l'heure, des lames de désherbage qui vont vraiment donc s'enfoncer dans le gravier, dans la dolomie, et donc aller couper l'herbe à la racine. Donc en fait, c'est pas mal pour des clubs de foot qui ont un terrain engazonné, un terrain synthétique et par exemple un parking dans le gravier. Avec cette machine-là, ben, ils peuvent faire un entretien régulier de ces terrains-là sans investir une somme folle. Une petite parenthèse pour les terrains synthétiques, il faut savoir pour les communes qui ont mis en place ce genre de terrain dans leur commune, eh ben, ils doivent être brossés au minimum une fois tous les 15 jours. L'idéal, c'est une fois par semaine, donc avec ce type de brosse. Et alors, une fois par an, ils doivent être dépollués. Donc ça, souvent nettoyer, dépolluer. Donc ça, souvent, c'est un prestataire de service qui vient le faire parce que la machine est assez chère. Mais donc voilà, c'est un gars qui vient l'entretenir pour vous. Et il faut savoir qu'un terrain synthétique a une durée de vie donc de 15 ans et que donc après 10 ans, ben, je pense que c'est l'ADEPS. En tout cas, ils viennent voir si le terrain a été bien entretenu. Si le terrain a été bien entretenu, ben, vous avez la possibilité de refaire une demande de subside pour un nouveau terrain. Si c'est pas le cas, ben, ils peuvent refuser. Donc d'où l'intérêt parfois d'investir dans ce genre de matériel pour avoir un entretien régulier. Et alors en fait, j'avais pas trouvé de 10e machine, donc j'avais mis ça comme 10e machine. Donc l'éco-pâturage, c'est pas pour outil, ça tient en une pièce, c'est pas mal. Alors évidemment, ben, l'éco-pâturage, ben,
on ne sait pas le faire partout, hein, donc généralement il faut que l'espace, évidemment, il faut que l'espace soit clôturé, etc. Ça se fait de plus en plus, notamment pour lutter contre la renouée du Japon. En fait, on se rend compte de plus en plus que les chèvres raffolent de la renouée du Japon. Donc, quand on peut se le permettre, pourquoi pas mettre deux, trois chèvres qui vont vraiment venir affaiblir et donc manger le massif de renouée. Alors, les chiffres que j'ai mis en dessous à gauche, sont des chiffres en fait que j'ai eu de la ville de Moucron. En fait, Moucron, enfin moi je trouve en tout cas personnellement, a mis en place pas mal d'actions, donc en termes d'éco-pâturage. Et donc ils se sont rendus compte que pour 30 heures de tonte, ben voilà, un mouton ça revenait à 170 € par an. Et si on devait tondre, 812 € par an. Donc voilà, c'est 5 fois le coût est divisé par 5 à peu près. Maintenant, voilà, comme je dis, évidemment, l'éco-pâturage, ça ne se fait pas, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire ça partout. Mais si vous avez des espaces, des petits territoires publics, des espaces publics où finalement, il n'y a personne qui y va, le lieu n'est pas trop fréquenté par la population, pour ne pas dire pas du tout, et vous continuez quand même à le tondre, pourquoi pas se dire, on va peut-être essayer d'avoir une convention avec un agriculteur du coin pour venir mettre soit des moutons, soit des chèvres, ou alors même toutes les vaches, etc. Ça fonctionne aussi. Alors, il faut savoir que l'éco-pâturage, comme moutons, généralement, ce qui est mis, ce sont des moutons de Soé. Donc, en fait, ce sont des moutons super résistants qui résistent très bien au froid. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de leur construire en abri ou autre. Vous pouvez les laisser dehors toute l'année. Ils sont vraiment super résistants. Donc, généralement, on voit que les communes font quand même un petit abri pour ces moutons, tout simplement parce qu'en fait, ce sont la population qui vient se plaindre à la commune en disant que c'est dégueulasse, la commune a mis des moutons dehors sans abri, sans rien. Donc, la commune construit un mouton un abri, pardon, pour ces moutons et finalement on se rend compte que les moutons ne vont pas dedans parce qu'ils ont l'habitude de rester dehors. Donc voilà, c'est une alternative en tout cas qui peut être peu coûteuse si on a une convention avec un agriculteur ou un éleveur et ça permet donc d'entretenir des espaces qui sont parfois un peu plus difficiles et surtout gros avantage de gérer les massifs de renouée du Japon. Alors, pour finir, juste vous dire qu'en fait, on a profité de cette période de confinement pour remettre à jour un peu nos fiches de désherbage. Donc, quand vous allez sur adalia.be, vous faites un peu défiler la page d'accueil et ensuite vous allez tomber sur ces deux carrés. Et là, vous verrez que dans la rubrique Vous êtes un professionnel, vous avez en lien adalia.be/désherbage. Vous cliquez dessus et alors après, vous vous retrouverez sur cette page-là avec les différentes techniques de désherbage. Là, ça vous permettra vraiment d'avoir des conseils vraiment plus concrets et vraiment avoir des conseils techniques. Donc, on a mis toutes les informations techniques, la puissance, etc., le rendement, la consommation en gaz dans le cadre des ardeurs thermiques. Donc voilà, donc ces fiches sont en train d'être mises à jour. Je ne sais pas si c'est encore fait, si c'est déjà fait, mais à mon avis, d'ici le mois de juin, toutes ces fiches seront mises à jour. Donc, également, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des infos sur une machine en particulier. Nous, voilà, on peut vous rediriger vers plusieurs fournisseurs ou plusieurs marques. Évidemment, on ne peut pas faire de la pub pour une machine, donc on devra vous rediriger vers plusieurs fournisseurs et plusieurs marques, mais on peut quand même vous aider et vous conseiller pour le choix de machine. On peut aussi venir chez vous. Donc, si vous avez en doute, hein, qu'est-ce qu'on prendrait bien comme matos pour entretenir ce parc, ce cimetière, cette route, etc. On peut aussi venir sur place gratuitement, vu qu'on est subsidié, pour vous conseiller là-dessus. Donc, faut vraiment pas hésiter à nous appeler. On est là pour ça. Donc voilà, j'en ai fini. Mes coordonnées. Donc, si jamais vous voulez nous contacter à tout autre sujet. Voilà. Super, eh ben, merci Thibaut. Je pense que il y a déjà une question pour toi, mais peut-être qu'on va plutôt y revenir à la fin, après la présentation de Julie. Est-ce que tu OK. peux passer le mode présentateur à Julie pour Yes. qu'elle puisse partager son écran? Normalement, ça marche. Ça fonctionne? Ouais. Ouais, euh, on voit Voilà. l'écran de Julie. On voit l'écran. Oui, t'es pas encore en diaportation. Voilà. Là, il y a le diaporama normalement.
Tu me confirmes qu'il est en diapo? Oui, là c'est bon. Tu peux y aller. Parfait. Merci. Moi, je vais vous parler un petit peu de sécurité lors du désherbage alternatif. On va voir ça un petit peu dans les grandes lignes. Je travaille pour la mission wallonne des secteurs verts et plus précisément pour le service Preventagri, où on s'occupe en fait d'accompagner les professionnels des secteurs verts, donc secteur de l'agriculture, de l'horticulture, des parcs et jardins et des entreprises de travaux techniques, vers plus de sécurité au travail. Donc pour ça, eh bien, on va donc donner des formations, des informations, des animations, des conférences également. On va mettre à disposition toute une série de publications et ce gratuitement. On réalise des visites conseils ou des aides à l'analyse des risques au sein même des exploitations et ce toujours à la demande des exploitants. Et on va également, dans certains cas, accompagner le détenteur d'un local phyto pour sa mise aux normes. Alors, concernant les risques liés aux métiers verts, en fait, ils sont nombreux. On en a répertorié quelques-uns, les plus fréquents. Donc, il y a le risque de chute, le risque d'enroulement, de retournement, d'écrasement, de projection, de lombalgie, de vibration, d'intoxication, de coupure, de brûlure, les risques auditifs également et les risques hydrauliques. Ça, ce sont vraiment les risques les plus fréquents que l'on a répertoriés. Et évidemment, c'est toujours très dépendant des machines ou des techniques que l'on va utiliser dans le cadre du travail. Quels sont les facteurs de risque d'accident? Là aussi, ils sont nombreux. Alors, non seulement il y a d'abord le manque de temps, mais il y a également le manque de formation, le lieu de travail, la méconnaissance dans certains cas du matériel, l'état du matériel, parce qu'il est clair que travailler avec du matos qui est en bon état, ça augmente considérablement le confort de travail. Il y a la composition de l'équipe, l'ambiance de travail, la structure. Est-ce qu'il y a un conseiller en prévention qui est présent au sein même de la structure de façon à accompagner les travailleurs vers un travail plus en sécurité? Et puis évidemment, il y a l'individu, le travailleur en tant que tel, son état de forme de la journée, par exemple, qui a aussi toute son importance. Donc, les quelques risques que l'on va aborder sont ceux qui ressortent le plus, en tout cas, aussi bien des discussions que l'on a avec les différents professionnels que des différentes enquêtes que l'on a déjà menées à ce propos. Il y a le bruit, bien évidemment, qu'on va retrouver essentiellement avec les différentes méthodes de désherbage mécanique. Également, tout ce qui est désherbage thermique dans une certaine mesure en fonction du type de machine que l'on va utiliser. Il faut savoir que à partir de 85 décibels, il y a des dommages irréversibles qui vont être causés à l'oreille. On ne s'en rend pas toujours compte, on n'est pas toujours vigilant par rapport au bruit, mais la majorité des outils que l'on va utiliser en parc et jardin émettent en fait plus de 85 décibels. Je parle dans ce cas-ci du matériel à moteur thermique. Au niveau maintenant du matériel moteur électrique, là ce qui se passe, c'est que en général, ces machines émettent moins de bruit. Il faut bien se rendre compte qu'au niveau du bruit, non seulement ça pollue en fait finalement l'environnement de travail, mais ça fatigue considérablement aussi le travailleur. Il n'y a rien de plus désagréable qu'en fin de journée avoir encore cette sensation d'être à côté de la machine alors qu'on est confortablement installé dans son canapé. Les dommages qui sont causés par le bruit sont des dommages en fait irréversibles. Et donc le risque est qu'au fur et à mesure des années, notre oreille vieillisse prématurément et donc on arrive à un moment donné où il y a une multitude de sons que l'on ne peut plus percevoir. D'où l'importance de porter des protections auditives. Vous voyez ici en bas
à droite de l'écran, il y a un casque. Alors, il y a une multitude de casques à l'heure actuelle qui existent. L'avantage de ce type de protection auditive, c'est que ça englobe l'oreille et donc la protection est vraiment efficace, beaucoup plus efficace que des bouchons auditifs. Il y a également des casques, des coquilles auditives qui permettent de pouvoir écouter la radio. Bon ou mauvais choix, ça c'est un vaste débat, mais ce qui est certain, c'est que de se protéger les oreilles, c'est vraiment indispensable, d'autant plus que c'est une obligation légale à partir du moment où on utilise des machines qui émettent plus de 85 décibels. Le travailleur est obligé de porter ces protections auditives. Concernant les vibrations maintenant, vibrations que l'on va retrouver avec les machines mécaniques, les méthodes de désherbage mécanique, mais également avec les méthodes de désherbage thermique. Il faut savoir qu'il y a deux types de vibrations. Il y a les vibrations corps entier, donc ça c'est à partir du moment où on va être assis sur la machine, et les vibrations main-bras, donc vibrations des membres supérieurs, lorsque l'on va utiliser par exemple un motoculteur ou un porte-outil. Donc, il est très important, c'est de toujours bien régler le siège en fonction de l'utilisateur de la machine. Et puis, on va vérifier également la pression des pneus parce qu'en fonction de ça, ça va plus ou moins amortir les chocs. On conseille, lorsqu'on va avoir des machines de type débroussailleuse ou porte-outils, de porter des gants parce que du coup, les vibrations vont devoir traverser une couche supérieure de matière et donc ça limite les vibrations qui sont transmises au corps. Lorsque vous devrez acquérir une nouvelle machine, eh bien, on va vous conseiller de toujours prendre en considération les vibrations qui vont être émises par la machine. Tant qu'à faire, si vous avez le choix entre une machine pour une même équivalence de rendement, une machine qui émet moins de vibrations sera plus opportune qu'une machine qui en émet beaucoup. On fait des pauses régulières, on essaie d'alterner les tâches et puis on pratique aussi une petite séance d'échauffement et une séance une petite séance de gymnastique à la fin de l'utilisation de la machine pour se dégourdir un petit peu les muscles qui auront été fort sollicités par les vibrations. Alors c'est pas. Au niveau de l'intoxication, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs voies d'entrée au niveau des intoxications. Donc, il y a tout ce qui est voies respiratoires, les voies digestives et les voies cutanées ou les muqueuses. Les gaz qui vont être émis lors de la consommation de carburant peuvent être irritants, peuvent provoquer beaucoup de suie. Il y a énormément de fumée, de CO qui peuvent être dégagées et qui peuvent, sur un plus ou moins long terme, finalement incommoder le travailleur. Donc, bien souvent, quand on utilise une méthode de désherbage alternative, on travaille à l'extérieur, mais lorsque on va travailler à l'extérieur, on va quand même être toujours vigilant à éviter de diriger l'échappement de la machine vers l'utilisateur. On va également utiliser des carburants plus écologiques de façon à essayer de limiter les incommodations. Maintenant, il y a toute une série d'outils sur batterie qui sont très très efficaces et qui permettent finalement de ne pas rentrer en contact direct avec les carburants. Ça peut être également une solution. Là aussi, on va favoriser les pauses régulières de façon à pouvoir respirer un air dans lequel on ne va pas être en contact direct avec des gaz d'échappement de machine. Les projections, Thibaut en a parlé tout à l'heure avec les jupes de protection ou les garants. Donc les projections, on va pouvoir en rencontrer lors de l'utilisation aussi bien de méthodes mécaniques plus importantes avec les porte-outils ou avec les motoculteurs par exemple. Mais on va aussi avec certaines débroussailleuses rencontrer pas mal de cas de projection.
que l'utilisateur a tendance à faire, c'est en fait à retirer le garant de protection pour avoir la sensation d'avoir une plus large zone de travail. C'est vraiment à éviter. Le garant, si il est sur la machine au départ, c'est qu'il y a bien une raison. C'est en fait aussi bien pour protéger l'utilisateur de la machine que de protéger les personnes qui gravitent autour de l'utilisateur. Il n'est pas toujours évident de garder une distance de sécurité. Pourtant, c'est vraiment à conseiller pour éviter justement d'avoir des blessures ou des dégâts, par exemple sur des véhicules lorsque l'on va utiliser ce type de machine à proximité de places de parking. On fait aussi en sorte que les caches et les protections soient toujours en bon état, correctement attachées. Et l'utilisateur va se munir d'un casque avec une visière de façon à éviter d'avoir des projections au niveau du visage. On va aussi faire en sorte de travailler sur un sol qui va être le plus propre et le plus dégagé possible. D'où l'importance dans tous les cas, lorsque l'on va travailler sur le terrain, de finalement faire une vérification pour s'assurer qu'il n'y ait pas des déchets qui traînent, des canettes, des seringues, parfois des morceaux de verre, etc., qui pourraient être projetés et blesser éventuellement les collègues si on n'est pas en mesure de pouvoir garder une distance de sécurité. Toutes les machines que vous allez utiliser, toutes les méthodes que vous allez utiliser peuvent avoir des conséquences par rapport au dos. Par rapport aux troubles musculo-squelettiques, on entend souvent les travailleurs dans les secteurs verts qui se plaignent d'avoir des maux de dos. Souvent, ces douleurs sont situées dans le bas du dos, donc au niveau des lombaires, parce que dans le bas du dos, on va retrouver en fait un endroit charnière qui va nous permettre de pouvoir se mouvoir. Donc, on parle là des lombaires L4 et L5 qui sont souvent vraiment malmenés. Lorsque l'on va porter des charges, par exemple, ou lorsque on va utiliser la débroussailleuse, et justement, pour avoir une zone de travail plus importante, l'utilisateur va avoir tendance à vraiment se tourner de droite à gauche de façon très importante avec la machine, tout en régulièrement supportant le poids de la machine si le harnais n'est pas correctement ajusté. Au niveau des cervicales aussi, on va régulièrement retrouver des douleurs, simplement parce que bien souvent on a perdu l'habitude de se tenir droit et donc au fur et à mesure du temps, les cervicales souffrent parce que notre tête est quand même relativement lourde. Les douleurs qui vont être situées au niveau des épaules vont le plus souvent être liées en fait au niveau des douleurs musculaires lorsque l'on va faire des mouvements répétitifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de notre structure vertébrale, il va y avoir un disque intervertébral que vous voyez là sur l'écran qui est situé entre chaque vertèbre. Et notre colonne vertébrale va un petit peu fonctionner comme un hamburger, si vous voulez. Si vous prenez un hamburger en main et que vous effectuez une pression importante du côté droit, ce qui va se passer, c'est que l'intérieur du hamburger, la viande, la sauce, etc., va avoir tendance à se diriger du côté gauche. Côté gauche, là où il y aura finalement le plus d'espace. Notre colonne vertébrale va fonctionner de la même façon. Si vous transposez ça à l'image que vous voyez là sur l'écran, ce que vous allez comprendre, c'est que finalement, ce disque intervertébral, il va venir appuyer sur les racines nerveuses. Donc, vous voyez, il y a un grand tube brun et de ce tube brun partent des tubes plus petits. Voilà, ça c'est pour représenter la moelle épinière et les racines nerveuses. Et ce qui est douloureux en fait, c'est lorsque le disque intervertébral vient appuyer sur les racines nerveuses, il y a une certaine irritation au fur et à mesure du temps qui peut se mettre en place et donc des douleurs dorsales vont être de plus en plus importantes jusqu'à, dans certains cas, finir en hernie discale.
D'où l'importance, bien évidemment, d'avoir une bonne position de travail. Alors, avoir une bonne position de travail, ça va passer par plusieurs choses. Ça va non seulement être le fait de se tenir droit, de fléchir les jambes. Sur votre image, vous voyez différentes positions qu'on a essayé d'illustrer avec voilà, une mauvaise position de travail et une bonne position de travail. Ce sont vraiment des réflexes à acquérir, en fait. Ça s'installe petit à petit parce que nous avons oublié donc de nous tenir correctement. Si vous avez des enfants et que vous les observez, lorsqu'ils vont ramasser quelque chose par terre, bien souvent, ils vont avoir ce réflexe de fléchir les jambes. Ce que nous, adultes, avons perdu au fur et à mesure du temps, pensant que le fait de ne pas fléchir les jambes va nous faire gagner du temps. Sur le long terme, ce n'est pas vrai. Et ce qui va se passer, c'est que bien, finalement, nous allons mal utiliser notre dos et donc accroître le risque de développer des troubles musculo-squelettiques, des hernies discales, des protrusions discales, nous faire un tour de rein, un lumbago, etc. Et donc d'avoir cette douleur au niveau du dos qui est pratiquement constante et qui est très inconfortable dans le cadre du travail. Donc, lorsque vous allez utiliser des machines, faites toujours attention, par exemple, à la longueur du manche. S'assurer que le manche soit bien à la taille de l'utilisateur. On va alterner les tâches également. On va faire attention à essayer de garder le dos le plus droit possible. Évidemment, ça va toujours dépendre du travail que l'on a à faire, mais de façon globale, on peut travailler avec un dos droit. Alors, avoir un dos droit, ce n'est pas avoir un manche de brosse à la place de la colonne vertébrale, c'est en fait respecter les courbures de notre colonne vertébrale, donc un creux au niveau des lombaires et un creux au niveau des cervicales. Pensez également à vous échauffer et à vous étirer après chaque séance de travail de façon à pouvoir relâcher les muscles. Tous les grands sportifs, avant de monter sur un terrain de sport, s'échauffent. Eh bien, en fait, chaque travailleur devrait faire la même chose. Pourquoi? Parce que le travail qu'il réalise est tout autant physique qu'un joueur de foot sur un terrain de sport. Donc, voilà, c'est une habitude à acquérir. Et ensuite, une fois qu'on a fini sa séance de sport, eh bien, il faut également faire les étirements. Ça ne prend que quelques petites minutes, ça peut être très rapide, mais réellement, les bénéfices sont importants. Au niveau de l'ergonomie, pensez également à faire attention au poids des machines, à régler par exemple correctement le harnais de la débroussailleuse de façon à ne pas porter le poids de la débroussailleuse lorsqu'on travaille, mais en fait à n'avoir qu'à diriger la débroussailleuse. Lors de la formation qui sera donnée au mois de septembre, au mois d'octobre, il y aura toute une série de risques qui seront abordés. Il y a le balisage du chantier qui a toute son importance également, la façon dont on va charger, décharger le camion. Il y a les équipements de protection individuels que l'on va choisir et comment on va les choisir, en fonction de quels critères. Le raccordement à la bouteille de gaz qui va alimenter les différentes méthodes de désherbage thermique sera aussi abordé. Le choix de la débroussailleuse, la façon dont on règle le harnais, le choix de la tête de coupe en fonction de ce que l'on a à faire. Quels sont les outils à main à utiliser et aussi finalement comment les entretenir, parce que c'est important d'utiliser des outils à main qui sont correctement affûtés ou affinés de façon à finalement se faciliter la vie. Comment réagir en cas d'accident ou en cas d'incendie, qu'est-ce que l'application 112, voilà, il y a toute une série de choses qui seront abordées. Évidemment, là, c'est un petit peu compliqué de pouvoir aborder toutes ces thématiques dans un temps relativement court et par écran interposé. Mais de façon globale, ce que vous devez retenir aujourd'hui par rapport aux mesures élémentaires de sécurité, c'est que d'abord, il est toujours important d'être formé à l'utilisation du matériel.
Et surtout, c'est de choisir le matériel que l'on va utiliser, non seulement en fonction de la situation, en fonction du chantier, en fonction aussi du public que l'on va avoir et en fonction finalement du résultat que l'on compte obtenir. Porter des équipements de protection individuels lors des travaux. Donc voilà, il y a les protections auditives, il y a la visière, il va y avoir évidemment les chaussures de sécurité. Et aujourd'hui, il y a suffisamment d'équipements de protection individuelle sur le marché que pour arriver à trouver son bonheur. Ce qui se passe, c'est que des équipements, des EPI qui sont adaptés à la tâche, qui sont adoptés par les travailleurs, au moins les EPI seront portés parce que clairement que déposés dans la camionnette, ils ne servent à rien du tout. C'est important aussi d'entretenir son matériel parce qu'un matériel qui va être correctement entretenu, non seulement il va avoir une durée de vie beaucoup plus importante, mais en plus il va faire en sorte que le travailleur va travailler dans les meilleures conditions possibles pour éviter la survenance d'accidents. On va toujours alterner les tâches au travail. Alors, on va pas se dire, le matin, je vais faire ce qui est le plus dur à faire et puis comme ça, l'après-midi, je suis plus cool. Non, l'idée, c'est de pouvoir alterner une tâche qui est un petit peu plus difficile avec une tâche qui est moins difficile physiquement, de façon à pouvoir finalement gérer son corps au fur et à mesure de la journée et aussi éviter d'avoir des maux de dos notamment qui vont se développer rapidement. Les méthodes de désherbage alternatives, elles évoluent constamment et donc ça vaut là aussi la peine de se tenir informé régulièrement de ce qui sort et donc aller voir les différentes démonstrations, contacter vos fournisseurs pour voir éventuellement ce qui est sorti, mais aussi pour expliquer vos besoins. Et puis, vous avez Adalia qui est un super organisme pour avoir un maximum d'informations adéquates par rapport à vos besoins. Voilà, la sécurité, ça fait partie de la qualité du travail, ça fait partie de l'image que les travailleurs vont renvoyer à tout un chacun qui est susceptible de passer à proximité de l'endroit où il travaille. Donc, c'est très important d'intégrer la sécurité dans sa méthodologie de travail. Voilà. Le corps de chacun est son premier outil de travail. A priori, vous n'en avez qu'un, donc c'est important d'en prendre soin. Donc, Service Preventagri est là pour vous aider, pour vous accompagner vers plus de sécurité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a toute une série de conseils, de fiches de poste qui sont disponibles tout à fait gratuitement pour vous aiguiller vers plus de sécurité dans le cadre de votre travail. Eh bien, Alice, je te rends la parole. Eh ben super, merci beaucoup Julie. Pour l'instant, on a une question et un commentaire. Je vous réinvite si vous avez peut-être même des retours sur expérience par rapport aux machines ou par rapport aux risques que vous avez connus. N'hésitez pas à les partager sur le chat. Et on va passer aux questions. J'en ai une apparemment plutôt pour Thibaut de Lionel Coquelet. Sur les versions automatisées. Existe-t-il des versions automatisées façon petite tondeuse à gazon pour des machines de désherbage mécanique comme le rabot de piste ou la herse rotative? Alors pour les brosses mécaniques, ça je suis sûr à 100% que ça existe. Maintenant pour ce qui est Hertz pardon, et rabot de piste, là je pense que la marque que chez Yvemo et chez Poget, ils font ce genre de machine. Donc c'est un peu comme les machines que je vous ai montrées tout à l'heure, que j'ai dit qui avaient été achetées par le lac de Bambois. Donc ce sont des machines automatisées avec deux lames qui s'enfoncent donc dans le gravier. Mais il y en a pas encore énormément. Mais en tout cas, on commence à en voir de plus en plus, notamment chez Yvemo et chez Poget. Et au niveau des brosses, là, il y en a pas mal. Et tu sais si elles sont efficaces ou si tu as eu des retours positifs ou... Pour le rabot de piste, oui, j'ai eu des retours positifs. Donc pour celle donc, qui a été utilisée au lac de Bambois.
et pour les brosses aussi, hein. Ok. C'est pas parce que c'est en une pièce que ça fonctionne moins bien, c'est juste que on a l'inconvénient, voilà, de ne pas savoir mettre d'autres outils, quoi. Ok, ça va. Ensuite, on a un commentaire de Charleroi qui nous dit qu'à Charleroi, ils ont fait l'acquisition de paravents mobiles pour réduire les risques de projection vers le public et les véhicules, et qu'apparemment c'est très efficace. Donc, Super. c'est... Pardon, Julie? Je dis super, très belle initiative d'avoir des paravents mobiles. Ouais, très très bien. Voilà, je vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va se quitter là-dessus. Alors, vous avez les contacts de Julie et Thibaut, enfin de Préventagri et d'Adalia. On va vous partager en plus les documents, les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Ah, des idées de loueurs de machines pour un rabot de piste. Oui, Euh, mais je dois vous en dire plusieurs et il faudrait que je réfléchisse un peu, mais je peux vous envoyer un mail avec différents. Parce que là, j'en ai un en tête, mais je peux pas le dire uniquement, je dois en dire plusieurs. Mais je peux ah faire oui, un mail avec différents loueurs, ouais. Je vous enverrai ça par mail cet après-midi. ça marche, on note. Ok. Euh, merci beaucoup. On est à peu près dans les temps qu'on s'était fixés en plus. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les participants et puis merci aux intervenants. On reste en contact et puis je vous enverrai tous les liens pour revisionner la présentation ou pour potasser tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Voilà. Merci Julie et Thibaut. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.